Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence débat qui va prendre donc la forme d'un webinaire ce soir et qui est organisé donc par l'Observatoire géopolitique de l'Indo-Pacifique et qui dépend bien sûr du programme Asie-Pacifique de l'IRIS. Et le webinaire de ce soir donc a pour thème quelle stratégie dans l'Indo-Pacifique pour le Canada et le Québec. Alors, ce webinaire va se dérouler d'une façon très classique pour les webinaires de l'IRIS, hein. Il va être en deux parties. Une première qui sera dévolue donc aux présentations de nos conférenciers et une seconde partie où nous jouerons le jeu des questions et des réponses. Alors, d'ores et déjà, je vous encourage donc à envoyer vos questions par écrit. J'en ferai la synthèse et je poserai des questions à nos conférenciers. Mettre, sur le même pied d'égalité à la fois la province du Québec et un pays comme le Canada peut sembler surprenant, même si cela devient logique, si on connaît un petit peu le mode de fonctionnement du fédéralisme canadien qui laisse, comme vous le savez, plusieurs pouvoirs régaliens en province. Et c'est notamment le cas pour le Québec qui a donc une partie, du moins s'occupe notamment en partie de ses relations internationales et de la question de la francophonie à travers un ministère qui s'appelle le ministère des Relations internationales et de la francophonie. Et à ce titre, donc le Québec a un immense réseau de représentants à l'étranger, dont notamment 5 bureaux, en Indo-Pacifique, au Japon, en Chine, en Inde, en Corée du Sud et Singapour. Outre cette question de relations internationales, le Québec, est intéressant à regarder puisque le Québec a publié une stratégie indo-pacifique qui s'intègre plus largement dans sa vision internationale et elle l'a fait avant Ottawa. Elle l'a fait, quelques mois avant Ottawa puisqu'Ottawa a publié sa stratégie en novembre 2022 et il nous a semblé donc intéressant de regarder les convergences, les divergences, les complémentarités, entre, ces 2 stratégies. Enfin, ce webinaire, semble-t-il, sera intéressant, hein, puisqu'il est essentiel d'évaluer la place de la Chine et des États-Unis dans la stratégie, canadienne de l'Indo-Pacifique, de mesurer la capacité du Canada à devenir un acteur de l'Indo-Pacifique sur le plan commercial, culturel et sécuritaire. Je pense que notre collègue Pascal Massot nous en parlera longuement. Dans une région dont le Canada est membre, on l'oublie trop souvent. Le Canada est un pays de l'Indo-Pacifique, le Canada a une côte pacifique, donc il a toute autorité pour avoir une stratégie Indo-Pacifique et devenir un acteur important, de cette région. Il l'est d'ailleurs déjà à travers l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste, l'ancien TPP, qu'on appelle maintenant le TPGP, hein, et dont la signature d'ailleurs et l'entrée en application peut être considérée comme un succès politique et diplomatique d'Ottawa, même s'il a reçu, si Ottawa a reçu quand même le soutien de Tokyo pour concrétiser cet accord. Alors, pour nous entretenir de tout cela ce soir, nous avons donc deux conférenciers, une conférencière, Pascal Massot, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, qui est membre du comité consultatif sur l'Indo-Pacifique, qui a été mis en place par le ministère canadien des Affaires étrangères et sa ministre Mélanie Joly. C'est une sinologue connue qui travaille depuis des années maintenant en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères. Et donc, je vous le dis d'ores et déjà, même si elle le rappellera, je prends son préambule, elle aura donc un petit devoir de réserve. Elle ne pourra pas répondre à l'ensemble des questions ayant été à l'intérieur du processus de décision et sans doute peut-être de rédaction de cette stratégie indo-pacifique du Canada. Deuxième intervenant, Frédéric Lasserre, un ami de l'IRIS, bien connu, professeur à l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche sur l'étude Indo-Pacifique. Donc c'est une toute nouvelle chaire qui n'a pas encore été inaugurée officiellement, puisque ce lancement se fera à Québec, à l'Université Laval, le 21 mars 2023. Et c'est une chaire qui est financée par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation rapide. Je vais céder cette place donc à Pascal Massot qui va nous parler, nous entretenir pendant à peu près une vingtaine de minutes. Donc à vous Pascal. Merci beaucoup. Merci, bonjour à tous, bonsoir en Europe. Merci pour cette aimable présentation. C'est un honneur pour moi d'être ici. Comme le professeur Motet vient de le présenter, je tiens à préciser dès le début que je parle ici en mon nom personnel en tant qu'universitaire. Aujourd'hui, j'ai trois objectifs dans cette présentation. Tout d'abord, je vais mettre en exergue certaines initiatives de la stratégie indo-pacifique canadienne qui ont été annoncées pour peut-être concrétiser un peu pour un public européen la vision de cette stratégie. Ensuite,
Je ferai quelques commentaires plus généraux sur les multiples stratégies indo-pacifiques qui ont été annoncées au cours des dernières années. Puis finalement, j'offrirai certaines réflexions sur l'évolution de la place de la Chine dans le discours officiel canadien. Donc effectivement, le 27 novembre dernier, la ministre Joly, en compagnie d'autres ministres canadiens, a annoncé la stratégie indo-pacifique du Canada. Ça faisait déjà plusieurs années qu'elle était en préparation. Comme certains d'entre vous l'avez probablement vu si vous y avez jeté un coup d'œil, la stratégie a été encadrée par 5 objectifs stratégiques, dont la paix, la sécurité, le commerce, les investissements et la résilience des chaînes d'approvisionnement, les individus et les liens qui les unissent, people-to-people ties en anglais, le développement durable et les partenariats régionaux. Bon, mais pour concrétiser un petit peu tout ça, là, voici rapidement 9 des initiatives annoncées qui vous donneront une idée plus concrète là, de ce qui se retrouve là-dedans. La stratégie elle-même totalise près de 2,3 milliards de dollars. Donc, j'en ai relevé environ 8 ou 9 là ici. Donc, j'irai rapidement, mais donc, l'initiative a annoncé un fonds commun pour les océans qui verra une série de mesures contre la pêche illicite et non réglementée, par exemple. Deuxièmement, un renforcement de la présence navale dans la région. On sait que le Canada fait déjà partie de l'opération Néon, entre autres. C'est pour un montant d'environ un demi-milliard de dollars. Ensuite, une initiative intéressante en cyberdiplomatie qui va être dévouée aux questions cybernétiques et au déploiement de cyberattachés dans la région. Je relève aussi une initiative d'assistance technique en matière du droit du travail, notamment relativement au travail forcé. C'est un sujet d'actualité, malheureusement. Ensuite, une initiative qui verra accroître la capacité de traitement de demandes de visa venant de la région. Donc, un côté immigration ici. Ensuite, une initiative d'environ 750 millions de dollars à travers FinDev Canada pour soutenir le développement d'infrastructures de haute qualité et durable. Donc, ça, c'est dans le contexte, évidemment, de la BRI, etc. Ensuite, un fonds pour la gestion des risques de catastrophes naturelles. Je crois que le Canada a un historique à ce niveau-là apprécié. Et puis, quelque chose, finalement, que je mentionnerais, un cadre d'engagement au niveau des standards et des normes de conformité. Donc, ça, c'est intéressant. C'est un autre disons, des domaines là, où il y a beaucoup d'actions dans la région et au-delà. Et puis, plusieurs programmes adaptés à l'aide internationale féministe. Donc, ça vous donne, je pense, peut-être plus concrètement là, une idée de ce qui se retrouve dans la stratégie. Je pense qu'en général, la stratégie reflète un travail assez sérieux. Je crois qu'elle est importante pour au moins 3 raisons de mon point de vue. Donc, elle vient de formuler d'abord publiquement une approche stratégique pour la politique étrangère canadienne, ce qui n'est pas dans les habitudes du gouvernement canadien. Si vous avez peut-être remarqué d'ailleurs, dépendamment de comment on compte, là, ça fait déjà au moins plus de 10 ans, sinon 20, qu'il n'y a pas eu de grande stratégie comme ça en affaires étrangères publiée par le gouvernement. Donc, en deuxième lieu, le fait que cet effort de formulation d'objectifs stratégiques pour la région concerne une région qui, malgré son poids humain, économique, etc., n'a pas toujours été perçue comme une priorité canadienne, y compris dans la région. Donc, pour les experts de la région au pays, on espère que ça marque un tournant, quoi. Et puis, en troisième lieu, on voit, je pense, un effort qui vise, un effort de réflexion qui vise à réfléchir aux défis du 21e siècle à moyen terme et qui fournit des outils au Canada pour s'y adapter, peut-être aussi un peu pour les façonner. Ici, je pense aux composantes auxquelles j'ai touché déjà en matière d'immigration, d'éducation, de diversification des chaînes d'approvisionnement, des changements climatiques, de l'inclusion, du développement, etc. Donc, je pense qu'il y a ici pas mal de choses qui relèvent d'un effort à proprement parler stratégique. Donc, en deuxième partie, j'aimerais offrir un petit tour d'horizon assez bref là,
des politiques qui existent, parce qu'évidemment, la stratégie canadienne vient s'insérer dans un univers où il y a déjà plusieurs stratégies indo-pacifiques qui ont été articulées, formulées par les pays de la région et l'au-delà. Et puis, j'offrirai quelques commentaires par la suite. Donc, le concept lui-même de l'Indo-Pacifique comme vision stratégique, bon, vous êtes probablement au courant, à ses origines quelque part dans les milieux de politique étrangère et de défense japonais, indien et australien, là, quelque part par là vers la fin des années 2000. Le discours du premier ministre japonais Abe à New Delhi en 2007, intitulé « À la confluence de deux océans », capture assez bien, je trouve, l'origine de la vision. Bon, il y a eu un discours indonésien en 2013, mais le gouvernement australien était l'un des premiers à définir une vision officielle publique, disons, pour l'Indo-Pacifique. Et plus tard, l'Australie, en 2017, a identifié les priorités suivantes. Donc, l'importance du droit international, les marchés ouverts, j'y reviendrai, l'intégration économique inclusive, les droits à la liberté de navigation. Bon. En 2015, l'Inde identifiait les priorités, publiait sa stratégie, puis plutôt en 2018, identifiait les priorités suivantes. Dans un discours au Shangri-La, là, le premier ministre Modi avait décliné sa vision, entre autres. Bon, on retrouve l'ordre mondial fondé sur les règles encore, on retrouve la libéralisation commerciale et la connectivité et l'inclusivité. Donc, ensuite, juste un an auparavant, le premier ministre Abe avait lui aussi exprimé sa vision. Dans la vision japonaise, on retrouvait également des notions de la règle du droit, santé, sécurité énergétique, le libre-échange, l'environnement, les changements climatiques, entre autres. Je suis désolée de passer à travers ces diverses stratégies, mais je le fais pour un but précis, c'est-à-dire que pour signaler les domaines dans lesquels il y a un chevauchement. Et puis ensuite, j'identifierai une dissonance que je trouve qui s'est développée avec le temps. Donc, je continue rapidement. La NAS, évidemment, de façon intéressante, en 2019, avait aussi formulé sa vision avec une emphase sur le concept d'inclusivité. Donc, on retrouvait quand même des notions de prospérité, de coopération, mais coopération économique, connectivité, ça revient encore, développement durable, mais moins d'emphase sur la sécurité peut-être. Donc, ensuite, les États-Unis, en 2019 sous Trump, mais ensuite, en février 2022, l'année dernière, ont émis leur stratégie de l'administration Biden, et puis les priorités identifiées incluent encore la connectivité, la prospérité et la résilience face aux menaces transnationales, ainsi que la sécurité. L'Union européenne, vous serez davantage familier, j'imagine, avec celle-là, a aussi publié une stratégie en 2021 qui comprend, dans ses 7 piliers, la prospérité inclusive. Donc déjà, on voit ici, je trouve, de façon intéressante, une façon différente de parler de la prospérité. La gouvernance des océans, la transition verte, connectivité revient encore, défense, sécurité humaine, tout en reconnaissant la centralité de la NASA. Je pense que d'une certaine façon, la stratégie canadienne est en chevauchement avec la stratégie de l'Union européenne. Et puis tout récemment, la dernière stratégie publiée, celle de la Corée du Sud, qui a publié sa stratégie en décembre 2022, juste là, il y a un mois et demi. Donc, et ici encore, on voit des priorités formulées qui reviennent sur l'ordre régional fondé sur les règles et qui parlent de sécurité économique. Donc là, ici, on voit une conceptualisation légèrement, je trouve, en fait, j'ai remarqué de façon différente en parlant de prospérité que les stratégies qui l'ont précédée. Puis ensuite, coopération, sécurité, non-prolifération, évidemment, sciences, technologies, changement climatique. Bon. Donc, évidemment, il y a d'autres stratégies. J'ai pas nommé les européennes, il y en a plusieurs en Europe aussi. Mais qu'est-ce qui ressort pour moi de ce tour d'horizon-là qui a été à la fois trop bref et peut-être trop exhaustif pour certains d'entre vous? Donc, le Canada est souvent absent de ces stratégies. Parfois, on mentionne le Canada dans le contexte de l'entente de renseignement des Five Eyes. Parfois, on mentionne le Canada, comme le professeur Mottel l'a mentionné, comme partenaire économique dans le cadre du PTPGP. Parfois, il n'est pas mentionné du tout, comme c'est le cas, j'oserais le souligner dans la stratégie Indo-Pacifique des États-Unis, qui a été
formulée l'année dernière. Le Canada est d'ailleurs presque entièrement absent de la version française de la stratégie Indo-Pacifique, mentionnée seulement une fois dans un document de 67 pages. Mais ici, je crois que c'est plutôt un symptôme et qu'ici, le Canada doit assumer sa part de responsabilité. Je pense que la formulation d'une stratégie Indo-Pacifique canadienne pourrait initier un changement graduel à ce niveau-là. Un des espoirs partagés, c'est que, la stratégie mette fin à une dynamique d'engagement dans la région qui a été trop peu soutenue au cours des dernières années. Deuxièmement, je l'ai mentionné, certains thèmes reviennent presque partout. J'ai soulevé la prospérité, le commerce ouvert, etc., l'ordre fondé sur les règles, la connectivité et l'environnement. Bon, à première vue, on pourrait penser que ça constitue une belle opportunité, quoi, tous ces chevauchements. Bon, évidemment, dans un sens, oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a une dissonance entre la reconnaissance par tous les acteurs de l'importance de certains enjeux mondiaux auxquels nous faisons face, mais qui en pratique est actuellement submergée par une spirale géopolitique et sécuritaire de jeu à somme nulle. Donc, en l'occurrence, presque toutes les stratégies se prononcent pour l'ouverture commerciale ou le libre marché. Sauf, comme je l'ai mentionné, les stratégies européennes et sud-coréennes sont plus nuancées à ce niveau-là, ce qui est intéressant. Mais par contre, en parallèle, nous observons une série de décisions politiques qui répondent, diront certains, à un certain nombre de politiques du gouvernement chinois, bien sûr, mais qui nous amènent néanmoins dans une réalité qui relève davantage de Friedrich List ou même d'Edvard Aletka que celle de Ricardo ou de Norman Angell. Donc, en l'occurrence, de la part des États-Unis avec la loi sur la réduction de l'inflation. Donc, nous sommes entrés dans une ère de résurgence des nationalismes économiques, de la sécurisation des enjeux économiques, de la restructuration de chaînes d'approvisionnement qui nous amène dans un environnement qui est bien différent de celui qui est décrit dans à peu près totalité des stratégies indo-pacifiques de la région. La voie vers un nouvel équilibre régional dans ce nouveau contexte n'est pas encore assez claire, à mon avis, pas vraiment conceptualisée dans les stratégies existantes. Je relève la stratégie sud-coréenne encore une fois ici parce qu'elle a été formulée peut-être de façon la plus récente. Elle identifie le problème exactement ici, et je cite, « Le tissu de l'ordre international de libre-échange qui sous-tendait auparavant un Indo-Pacifique stable et prospère est en train de s'effilocher. » Donc, le discours, par ailleurs omniprésent, qui met en scène les marchés ouverts ou le libre-échange ne cadre plus. Il faudra développer un nouveau discours pour l'économie régionale et au-delà adapté à cette nouvelle réalité. Donc, dissonance de ce côté-là. D'un autre côté encore, on a la présence presque unanime dans les diverses stratégies sur la nécessité de travailler sur des questions d'environnement ou de bien commun, changement climatique et autres. Et puis, ici, le problème est relié mais différent. C'est-à-dire que pour faire avancer ces dossiers, il faut préserver des espaces de travail fonctionnels avec la Chine, qui ne seraient pas submergés par la spirale du dilemme de sécurité qui a lieu entre les États-Unis et la Chine. Et puis, les façons d'y arriver ne sont pas tellement conceptualisées clairement dans les stratégies qui existent. Le Canada, en l'occurrence, a réussi à relever ce défi-là lors de la tenue de la COP 15 sur la biodiversité à Montréal en décembre dernier. L'événement dont la Chine tenait la présidence, mais dont le Canada a joué le rôle de l'hôte et qui a mené au cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal, avec des résultats importants. Bon, troisièmement, pour élaborer un petit peu davantage sur ce point-là, je constate qu'il manque une vision concrète dans les diverses stratégies présentées qui chercheraient à évoquer un espace considéré acceptable ou légitime pour la Chine à l'intérieur de la région même, étant donné le poids, évidemment, géopolitique et économique du pays. Donc, il est évident que les stratégies indo-pacifiques mentionnent à peu près toute la Chine comme une puissance à la fois assertive qu'il faudrait contester, ce avec quoi je suis d'accord, soit dit en passant, et comme une puissance avec laquelle il faudrait commercer ou travailler sur certains dossiers, ce avec quoi je suis aussi d'accord. Mais ce qui est absent, c'est un manque c'est une réflexion dans les stratégies
que j'ai soulevés, même au-delà, quant à un certain nombre d'incitatifs stratégiques, peut-être échelonnés dans le temps, qui chercheraient à bâtir la confiance tout en mettant de la pression stratégique pour engendrer des comportements souhaités de la part de la Chine, que ce soit au niveau du dossier de la coercition économique, du détroit de Taïwan, etc. Donc, il y a un manque de réflexion concrète à cet égard. Puis pour terminer, donc, mes remarques, j'aimerais réserver la dernière partie ici pour soulever un élément novateur et important de la stratégie canadienne à ce niveau-là, en ce qui a trait à la façon dont elle conceptualise la Chine. Donc, en effet, un des points de distinction de la stratégie canadienne est peut-être l'emphase qu'on y retrouve sur la Chine. Si vous regardez la stratégie, plus de 2 pages entières y sont consacrées, hein, sur un total d'à peu près une vingtaine de pages, 23 pages. Et au-delà du fait que la publication marque un tournant, de la stratégie et de la façon dont la Chine est discutée, marque effectivement un tournant dans l'approche canadienne envers la Chine, plusieurs commentateurs ont noté le ton sévère employé. Mais il y a autre chose dans l'évolution du discours qui, je crois, qui est notable et intéressant. Alors, le discours officiel canadien sur la Chine a introduit un niveau de complexité et je dirais même une certaine transversalité qui n'existait pas auparavant, notamment en s'efforçant de souligner la nature globale des défis qui concernent la Chine. Donc, de façon très, très concrète, vous irez voir dans la stratégie, le discours officiel canadien sur la Chine introduit une caractérisation à multiples niveaux. Donc, on passe d'une relation Canada-Chine qui était vue à travers une optique essentiellement bilatérale à une optique qui comprend maintenant 4 prismes, donc un niveau national, bilatéral, régional et multilatéral. Et cette façon de penser à la Chine est porteuse, à mon avis. Le fait que plusieurs, sinon tous les enjeux mondiaux maintenant comportent un angle Chine, que ce soit la gouvernance de l'Arctique en passant par la crise de la dette ou l'affinage des métaux et la transformation des minéraux stratégiques. Donc, je pense que la stratégie canadienne fait un certain progrès vers la conceptualisation de la Chine comme étant effectivement pas un enjeu qu'on peut choisir d'ignorer, mais plutôt un enjeu qu'on doit intégrer dans nos délibérations, mais de façon différente à différents niveaux d'opération. Et puis cela se traduit d'au moins 2 façons, et je conclus là-dessus. Premièrement, le constat canadien s'est traduit par une volonté de forger des nouveaux partenariats internationaux afin de faire avancer les intérêts canadiens dans la région. Et des partenariats qui, je le souligne, peuvent se conjuguer différemment selon les enjeux, donc au-delà du groupe des démocraties libérales. Un exemple intéressant est celui de la déclaration contre la détention arbitraire que le Canada a lancée en 2021, qui est maintenant signée par plus de 70 pays à travers le monde. Et finalement, donc, en deuxième partie, étant donné cette complexité qui introduit la Chine dans nos relations internationales, ça se traduit aussi en une reconnaissance de la nécessité d'approfondir les compétences canadiennes dans la région, envers la région et envers la Chine en particulier. Ça, c'est un développement qui trouve son expression dans la stratégie indo-pacifique canadienne concrètement et que nous devons saluer étant donné la quantité nettement insuffisante d'experts sur l'Asie à travers le pays. Donc, sur ce, merci beaucoup. Au plaisir de répondre à vos questions. Merci Pascal. Alors, on va basculer quasiment sans transition du Canada à la province du Québec, donc à une des composantes du Canada. Et Frédéric, c'est à vous. Parfait. Merci beaucoup, Éric. Alors, bonsoir, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être parmi vous ce soir pour partager avec vous quelques réflexions sur la stratégie territoriale de l'Indo-Pacifique du Québec. Alors, je vais partager ma présentation. Est-ce que tout le monde voit ma présentation, justement? Éric, est-ce que ça fonctionne? Parfait. Oui, c'est parfait, c'est parfait. Très bien. Donc, cette stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique du Québec qui a été formulée, donc est publiée dès 2021. Je vais un petit peu placer dans quel cadre politique, dans le cadre du fédéralisme canadien, ça s'insère pour ensuite analyser les différents éléments qui constituent précisément cette stratégie territoriale.
Donc, contexte surtout pour parmi les auditeurs qui ne sont pas familiers avec le fonctionnement du Canada, rappeler que c'est un État fédéral, c'est important, que les affaires étrangères demeurent donc une compétence fédérale, donc du gouvernement fédéral à Ottawa, mais que plusieurs provinces à des degrés divers, en particulier le Québec, se sont efforcés de développer une politique étrangère ou une action internationale, selon le vocable que l'on veut retenir, justement pour décrire cette particularité. On a par exemple dès 1961 l'ouverture de la délégation générale, on ne peut pas parler d'ambassade puisque le Québec n'est pas un État souverain, mais d'une délégation générale du Québec à Paris. Et depuis 1965, il y a une doctrine qui s'appelle la doctrine Gérin-Lajoie, qui est le fondement de la politique internationale du Québec. Cette doctrine affirme que la souveraineté d'une province canadienne dans ses domaines de compétences devrait s'appliquer également dans ses relations internationales, dans ses domaines de compétences. Donc, par exemple, dans le domaine de la culture, le Québec devrait pouvoir se doter d'outils internationaux pour promouvoir sa culture, etc. Depuis 1965, donc, tous les partis au pouvoir qui se sont succédés à Québec abondent dans le sens de cette doctrine, et on observe aussi une tolérance d'Ottawa par rapport au développement de ces actions internationales de la part du Québec. Alors, de fait, cette stratégie du Québec, elle s'insère dans le concept de ce qu'on appelle la paradiplomatie. Alors, qu'est-ce que c'est que la paradiplomatie? C'est Panayotis Soldatos, dès 1990, la définissait comme la poursuite directe, à des degrés variables, d'activités internationales de la part d'un État fédéré. Donc, dans le cadre d'un État, une fédération, on va voir que ça peut arriver aussi dans des situations où les États ne sont pas des fédérations. Certains États, au niveau subordonnés, peuvent effectivement développer une action internationale. C'est un concept qui est aujourd'hui largement répandu, celui de paradiplomatie, et qui est aussi appliqué à des États quasi-fédéraux ou qui ont des fonctionnements qui peuvent s'en approcher. C'est un concept qui a géométrie variable. Tous les États fédérés ne mènent pas forcément une action internationale, politique étrangère. Et puis, on observe aussi une très grande diversité d'engagement de l'État fédéré ou assimilable, par exemple entre le Québec, l'Écosse, la Flandre, la Catalogne, le Groenland. Bon, il y a des domaines qui ont été investis par ces États fédérés ou assimilés, sachant que donc les politiques varient selon les cas de figure. Important donc de souligner que malgré cette action internationale que le Québec développe, le Québec n'est pas souverain, ne définit donc pas de politique étrangère pleine et entière, ce qui est un paramètre important à prendre en compte lorsqu'on va évaluer la stratégie internationale du Québec en Indo-Pacifique. Donc, son action ne couvre pas tous les domaines. Ceci étant campé, voici le document donc, dont je vais vous parler. Ça s'appelle « Cap sur la relance, stratégie territoriale pour l'Indo-Pacifique », donc qui a été publié dès 2021, dans un contexte de fin de COVID esquissé. Alors, en 2021, ce n'était pas encore complètement le cas, mais dans un but de prospective, de planification, on affirme effectivement que la fin de la COVID devrait se profiler, et qu'il est donc nécessaire d'envisager un plan de relance économique pour se remettre dans le contexte justement de la relance qui est appréhendée et qui devrait prendre place dans peu de temps. L'Indo-Pacifique, donc, est qualifié comme le nouveau centre de gravité de l'économie mondiale. Bon, ça, ce n'est pas nouveau. On le disait déjà de l'Asie-Pacifique lorsque je travaillais au ministère de l'Industrie et du Commerce, mission Québec-Chine en 1997. On parlait déjà de l'Asie-Pacifique comme nouveau centre de gravité de l'économie mondiale. Donc, on se place dans la continuité de cette perception du monde asiatique comme nouveau centre de gravité de l'économie. Et cette stratégie propose un plan d'action selon 6 axes et 9 orientations que je vais vous présenter. D'abord, pourquoi l'Indo-Pacifique? Bon, centre de gravité du monde, c'est un poncif qui n'est pas nécessairement très significatif. On parle d'une région telle qu'elle est définie qui couvre 35 à 40% des terres émergées, 60 à 65% de la population mondiale avec des grandes puissances économiques. Donc, ce n'est pas très étonnant d'une certaine façon que l'Indo-Pacifique puisse être qualifié de centre de gravité du monde. De plus, ça a déjà été évoqué depuis les années 90, je le disais. On voyait déjà à cette époque la mode du concept d'Asie-Pacifique. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'analyse novatrice. Mais par ailleurs, le document relève plusieurs points qui sont intéressants, qui permettent de justifier que l'on porte un intérêt à la région Indo-Pacifique. D'abord, il y a effectivement cette permanence d'un fort dynamisme économique avec des puissances industrielles
bien établis, le Japon, la Corée du Sud, toujours le dynamisme économique de la Chine qui est relevé, et l'émergence d'autres puissances en Asie du Sud-Est, en Inde, donc qui attirent l'attention de la part du Québec. On observe aussi la rivalité Chine-États-Unis, qui est mentionnée non pas comme quelque chose qui appelle à une prise de position, mais comme un fait, un paramètre qui va impacter les deux partenaires importants du Québec, que sont les États-Unis et la Chine. Donc, il faut prendre en considération cet élément et essayer de s'adapter. On observe aussi que l'Indo-Pacifique est traversé par la rivalité Chine-Inde, deux géants démographiques, politiques et économiques. Donc, ça aussi, ça appelle à une certaine réflexion politique et commerciale. Bref, le document souligne que l'Indo-Pacifique, c'est un monde en recomposition, avec des risques et des occasions. Certains lisent la région sous un prisme purement sécuritaire, dont acte. On observe aussi le déploiement des nouvelles routes de la soie dans cette région et des contre-projets indiens, japonais notamment. On observe aussi qu'il y a une dimension transpacifique, ce qui justifie donc l'appartenance du Canada et donc du Québec à cette région. Et on observe aussi de nombreux accords commerciaux à géométrie variable qui structurent les échanges commerciaux dans cette grande région. Le document souligne aussi les forces et les faiblesses du Québec, soulignant par exemple l'existence d'un réseau de délégations et de bureaux très conséquents, déjà Tokyo, Séoul, Singapour, Mumbai, Beijing, Shanghai, Qingdao, Shenzhen, Hong Kong, des ententes ad hoc sectorielles qui se multiplient, que le Québec cherche à développer. On affirme aussi qu'on veut s'appuyer sur les accords commerciaux. On ne peut pas les négocier, ça ne relève pas de la compétence provinciale, mais on souhaite bien utiliser ces accords commerciaux dès qu'ils sont signés. Il y a des faiblesses. Par exemple, on a bien conscience que le Québec n'est pas toujours très connu dans la région Indo-Pacifique, que le rôle clé de la diplomatie d'influence, de l'action étrangère en Asie est à quelque chose à travailler pour le Québec. Et on souligne aussi l'importance de compléter le réseau, en mentionnant notamment l'Australie et le Vietnam. Alors, quel est le plan d'action proposé par ce document? Premier axe, c'est développer le commerce extérieur et les investissements. Donc, d'entrée de jeu, on voit qu'il y a une tonalité, une saveur très économique à cette action. Donc, préparer et soutenir les entreprises, développer une veille commerciale, des études de marché, mobiliser le réseau des représentations, développer les contacts entre les décideurs, entretenir, cultiver la synergie avec les entreprises asiatiques présentes aux États-Unis, précisément du fait de cette dimension transpacifique qui a été notée en préambule. Le deuxième axe propose de soutenir la recherche, l'innovation et la formation, en particulier avec l'appui et la participation des chercheurs et des laboratoires québécois en Asie, développer, nommer des postes de scientifiques en résidence dans les délégations pour souligner l'importance de ce volet scientifique, recherche et développement, promouvoir une intelligence d'affaires en éducation et enseignement supérieur, donc qui sont des occasions économiques pour le secteur de l'éducation du Québec. Donc, oui, il faut améliorer la formation, soutenir la recherche et le développement, mais on a aussi un secteur de l'éducation qui peut faire l'objet d'une certaine promotion en Asie, c'est des échanges de services, donc attirer des étudiants asiatiques pour qu'ils puissent venir étudier au Québec. Ça aura des conséquences, bien sûr, par la suite sur le réseau d'influence, le pouvoir d'influence du Québec dans la région. Troisième axe, favoriser l'économie verte et le développement durable. Bon, il s'agit de renforcer l'engagement du Québec en matière d'économie verte. C'est un engagement d'ordre politique, mais aussi économique. Il s'agit de promouvoir l'offre et le savoir-faire du Québec en matière de développement durable et de tourisme responsable. Aussi en matière, avec une dimension politico-sociale. On veut favoriser le partage d'expertise sur la dimension sociale du développement durable. Bon, le concept de valeur politique intervient ici. On souligne l'importance, l'attachement du Québec à la liberté, à la démocratie, la justice, la durabilité du développement. Je souligne cependant qu'aucun pays n'est ici identifié, stigmatisé. On souligne simplement qu'est-ce qui est important aux yeux du Québec et on en profite aussi pour souligner que cet axe est important pour essayer de favoriser les échanges, la coopération technique, le partage de savoir-faire dans une optique, comme je le disais, de retombées politico-sociales et économiques. Au-delà de la dimension politique, on souligne donc que le Québec s'est engagé en faveur
du développement durable, il y a cette approche où on se dit comment est-ce qu'on peut mettre à profit cet engagement pour essayer de développer des relations, des affaires avec le monde de l'Indo-Pacifique. On remarque aussi que plusieurs sociétés de la région ont développé des expertises potentiellement bénéfiques pour le Québec, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Chine, la Corée et le Japon. Donc, il s'agit aussi de partager, pas seulement d'aller vendre en Indo-Pacifique, partager des expériences pour en tirer des conclusions utiles au Québec et renforcer la coopération à travers la région. Quatrième axe, il s'agit d'essayer d'attirer les talents et la main-d'œuvre. Cinquième axe, essayer de promouvoir la culture dans une optique commerciale, donc de vente de biens et de services, certes, mais c'est aussi utile pour le pouvoir d'influence. Encore une fois, j'y reviendrai tout à l'heure, qui est si important en Asie, ça a été souligné à plusieurs reprises dans le document. Et enfin, on présente un axe transversal, la jeunesse. Il s'agit de favoriser la mobilité des jeunes vers l'Asie, de favoriser la formation de la main-d'œuvre, ce qui n'est pas sans conséquence, disais-je, sur le fameux pouvoir d'influence, le soft power, les jeunes qui deviennent des ambassadeurs du Québec dans la région Indo-Pacifique. Il y a aussi une dimension de politique intérieure à travers cet accent mis sur la jeunesse. Il s'agit de favoriser les liens entre les jeunes autochtones du Québec et les autochtones de l'Indo-Pacifique comme vecteurs d'intégration. À chaque fois, il y a cette idée, nous pouvons vendre des produits, des biens, des services, offrir notre compétence en Indo-Pacifique. Nous pouvons apprendre aussi à travers les échanges que nous développons dans cette région, et il peut aussi y avoir des retombées sur l'organisation sociale, sociopolitique à l'intérieur même du Québec. Comment analyser, comprendre cette stratégie? On note la présence de principes politiques, je l'ai mentionné, mais qui sont formulés de façon très modérée. C'est sans doute aussi conséquence du fait que le Québec n'est pas un État souverain, donc il n'affirme pas de politique étrangère, mais malgré tout, on note que, au-delà de la formulation d'éléments de valeur, ce n'est pas ce qui est crucial, ce qui est fondamental dans le document. Certes, on mentionne les droits de la personne, le développement durable, mais ce n'est pas un élément qui paraît central, qui paraît attirer fondamentalement l'attention des rédacteurs de ce document. La présence d'objectifs politiques, elle est réelle, développer son influence, le développement durable pour soutenir les valeurs que je viens de mentionner, certes, mais surtout pour favoriser la coopération et les objectifs socio-économiques. C'est ça qui paraît vraiment important dans l'esprit de la rédaction de ce document, de cette stratégie. C'est une approche qui est résolument pragmatique. On offre de très nombreuses pistes d'action. À titre indicatif, sur 19 pages de texte, c'est au moins 9 pages, donc près de 47%, qui listent toutes les actions que l'on se propose de mener pour atteindre les objectifs qui sont formulés dans cette stratégie. Alors voici comment se structurent, selon moi, les éléments qui figurent dans cette stratégie. Donc, on voit qu'au centre figure évidemment développer le pouvoir d'influence. Dès le préambule, les rédacteurs reconnaissent que pour faire des affaires en Asie, c'est un élément fondamental. C'est un levier majeur pour développer les échanges commerciaux. C'est un levier fondamental aussi pour attirer la main-d'œuvre, pour développer le marché de la culture, favoriser aussi la coopération en recherche et développement. Ce pouvoir d'influence, évidemment, il dépend aussi précisément de la formation, de la main-d'œuvre que l'on peut attirer, du marché du développement de liens en matière de culture, du partage, de la coopération en matière de droits de la personne et de développement durable. On voit qu'il y a effectivement plusieurs interconnexions qui sont établies. On voit qu'effectivement, tous ces éléments sont relativement bien articulés, parfois de manière explicite, parfois de manière plus implicite, mais il y a effectivement une grande articulation entre les objectifs et les valeurs qui sont formulées dans le document. Il y a aussi des mots-clés qui sont significatifs. Par exemple, je l'ai mentionné tout à l'heure, on n'incrimine pas d'État, donc on souligne qu'on souhaite développer une certaine coopération avec l'ensemble des pays de la région. Une approche politique qui est très modérée dans le document, qui est non militante. Le concept de valeur est mentionné seulement 2 fois, démocratie 1 fois. En revanche, le concept de coopération apparaît 12 fois, avec une approche géographique qui est aussi assez équilibrée. Bien sûr, la Chine est mentionnée 30 fois, mais le Japon 25 fois, la Corée du Sud 24 fois, l'Inde 22 fois, l'Australie 14, le Vietnam 11 fois, l'Indonésie 6 fois et l'Asie du Sud-Est
10 fois. Donc, on voit que le document a effectivement s'est efforcé de développer une représentation, une approche assez équilibrée en termes de composition de la région Indo-Pacifique. Le seul angle mort, c'est l'Asie centrale, qui n'est effectivement pas du tout mentionné. Mais sinon, on voit que la Chine n'est pas nécessairement dominante dans le portrait de l'Indo-Pacifique que la stratégie territoriale du Québec cherche à brosser. En conclusion, je voudrais souligner quelques points. D'abord, dire que c'est une stratégie qui s'inscrit dans le cadre de la politique internationale de 2019, qui vient la compléter, donc il ne se substitue pas à ce cadre général de la politique internationale qui avait été formulé 2 ans auparavant. On y trouve des grands principes qui sont énoncés, certes, mais c'est une approche, je le disais, qui est résolument pragmatique. Le document met beaucoup l'accent sur les actions à mener et pas tellement sur des valeurs qu'il s'agit de défendre. Donc, on veut promouvoir les intérêts économiques et sociaux du Québec en mettant l'accent sur la coopération avec les différents États de la région Indo-Pacifique. On veut donc développer une posture qui cherche à favoriser la synergie entre les objectifs économiques et politiques avec un certain réalisme sur les moyens et la portée des objectifs. Ce réalisme, il découle en partie, bien sûr, du fait que, comme je le disais, le Québec n'est pas un État souverain, donc ne dispose pas de tous les leviers de la formulation d'une politique étrangère, mais il y a malgré tout un choix politique qui a été fait. On veut développer une approche, une stratégie qui demeure pragmatique avec des objectifs axés sur la coopération sociale et économique avec les partenaires de la région Indo-Pacifique. Voici, un plaisir moi aussi de répondre à vos questions. Merci Frédéric. Alors, ce qui est intéressant dans vos 2 présentations, hein, c'est qu'on voit bien qu'il y a une volonté d'avoir une approche intégrée du Canada, du Québec, bien sûr, à l'égard de cette région, avec un engagement d'ailleurs financier du côté du Canada qui n'existe pas du côté du Québec. Du moins, cet engagement financier n'apparaît pas dans le document. Je pense que pour le Canada, Pascal nous a parlé d'un engagement, je crois, total de 2,3 milliards de dollars canadiens. Pour l'ensemble donc des plans et des financements qui sont et des initiatives, hein, qui seraient mises en place par le Canada. Bon, ce qu'on comprend bien dans les 2 documents et dans ces 2 stratégies, c'est qu'on va vers un plus grand maillage québécois et canadien dans l'ensemble de la région, hein, qui a été soulevé à la fois par Pascal et par Frédéric, c'est-à-dire une relative faiblesse quand même de la présence canadienne et québécoise dans cette région. Et si on s'intéresse aux documents et aux 2 présentations, on voit bien qu'il y a des convergences, des complémentarités. Alors au Canada, on appelle ça des objectifs, au Québec, on appelle ça des axes, mais c'est à peu près la même chose, donc des convergences, des complémentarités sur l'accroissement des échanges commerciaux, sur l'accroissement des investissements, sur le renforcement des résiliences, des chaînes de valeur d'approvisionnement notamment, des convergences sur une dimension qui est basée sur les gens, le lien entre les gens, l'attraction des talents, l'attraction de la main-d'œuvre, communiquer plus avant en direction de la jeunesse, une dimension culturelle. Enfin, toutes ces dimensions sont présentes dans les 2 documents et dans les 2 stratégies. Et on peut citer également quelque chose qui est très présent dans les 2 stratégies, qui est le développement durable, le vert, l'économie verte, qui bien sûr est un axe et donc une volonté à la fois du Québec et du Canada donc de travailler sur des valeurs communes, sur des objectifs communs. Et c'est intéressant de voir que finalement la stratégie du Québec qui est parue, qui a été publiée avant celle du Canada, finalement s'insère en très grande partie dans le document produit par le Canada. Alors il sera intéressant, ce sera peut-être une question, on verra, savoir si le Canada, avant d'écrire sa stratégie, a quand même regardé ce qu'avait écrit le Québec pour savoir s'il fallait l'insérer ou pas. Ça sera une question, je ne sais pas si vous aurez la réponse d'ailleurs, mais ça sera sans doute peut-être une question. En revanche, il y a une grande divergence et qui s'explique en partie par ce qu'a soulevé Frédéric, hein, qui est le fait que le Québec n'est pas un État souverain, elle n'a pas la main sur sa politique étrangère, et cette grande divergence, bien évidemment, est sur la promotion de la paix, surtout la résilience vis-à-vis de la Chine, par rapport à la Chine, qui apparaît beaucoup dans la stratégie canadienne, la mise en avant de la sécurité, des questions de sécurité, qui est quelque chose qui n'est pas commun. Le Canada, la volonté du Canada de devenir un partenaire actif et engagé dans l'Indo-Pacifique. Et donc finalement, les questions qu'on peut se poser, c'est finalement l'approche du gouvernement Trudeau à l'égard de la Chine, du Pacifique Nord, de l'Inde, de l'ASEAN, a beaucoup changé et elle s'intensifie, ça c'est une réalité.
On voit bien que dans le document canadien, il y a un traitement de la Chine qui est beaucoup plus rigoureux, qui rompt finalement avec l'approche du passé du gouvernement qui était beaucoup plus laxiste vis-à-vis de la Chine. On peut, citer quelques pages, hein. Enfin, si on lit le document canadien, on voit, le Canada, enfin le document fait état d'un profond désaccord entre le Canada et la Chine sur certaines valeurs, que la Chine est indiquée comme puissance perturbatrice, mais que dans le même temps, il faut maintenir un dialogue et ça, Pascal l'a bien rappelé, maintenir un dialogue sur les grandes questions. Et donc on constate dans le document canadien que c'est un peu la fin de l'innocence, d'une certaine façon, d'Ottawa vis-à-vis de Pékin, que la lune de miel, je dirais, commerciale et économique est un petit peu terminée. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, hein, sur les, les relations bilatérales Chine-Canada des 30 dernières années. Elles ont eu d'excellentes relations, elles ont été compliquées, par exemple, sous Stephen Harper, et elles sont de nouveau très compliquées depuis 2018. Mais pour terminer de ce commentaire et pour finalement faire une première question, c'est, est-il dans l'intérêt du Canada d'identifier dans sa stratégie, indo-pacifique, la Chine, du moins je reformule la question. Est-il dans l'intérêt du Canada d'identifier dans sa stratégie indo-pacifique comme inséparable son approche à l'égard de la Chine? Est-ce que ça complique pas finalement, la relation entre Ottawa et Pékin? Et est-ce que c'est un risque qui a été évalué par Ottawa de systématiquement associer la Chine à sa politique, du moins sa stratégie indo-pacifique? Même, attention, dans le document, on parle d'Inde, on parle bien évidemment de Pacifique Nord, on parle d'Asie du Sud-Est, hein, il y aura d'ailleurs des questions à ce sujet. Mais alors cette question pour l'instant est peut-être plus pour Pascal et Frédéric complétera. Donc je la reformule, est-il dans l'intérêt du Canada d'identifier dans sa stratégie comme, inséparable de son approche à l'égard de la Chine? Merci, merci pour les commentaires. Puis, écoute, c'est une bonne question. Je pense que le gouvernement se l'est posée. Mais, étant donné, l'état de la situation et le fait que, heu, comme vous l'avez dit, les relations Canada-Chine avaient, heu, vu, vraiment une, avait vécu une période, tellement difficile depuis 2018, depuis l'arrestation, arbitraire de Michael Kovrig et Michael Spavor. Ne pas en faire une partie intégrale aurait été montré du doigt de façon beaucoup plus, problématique que le fait de l'inclure, en fait. Donc c'était, je pense, à mon avis, que ça a été ça devait l'être. Et si on prend un peu de recul, en fait, je trouve que les stratégies indo-pacifiques qui ne mentionnent pas la Chine, en fait, ça crée d'autres sortes de problèmes parce que la région, on sait bien quand on voit l'histoire de l'évolution, bon, de la montée du terme, l'utilisation du terme Indo-Pacifique, que c'est en opposition un peu à la montée de la Chine, mais la région reste une région qui a la Chine en son sein, quoi. Donc, et plusieurs des initiatives régionales, incluant RCEP, là, l'accord de libre-échange compréhensif régional, comprend la Chine. Donc, ne pas essayer de formuler et de réfléchir à la façon dont une stratégie inclurait ou conjuguerait la Chine, à mon avis, c'est un non-sens. Donc, je, je pense plutôt que le fait de l'avoir inclus clarifie les choses. Puis que si elle avait été exclue, on aurait posé au Canada toutes sortes de questions. Il aurait fallu que le Canada se positionne en parallèle de la stratégie sur l'évolution de sa politique envers la Chine. Et ça aurait, je ne sais pas si ça aurait clarifié quoi que ce soit. Donc, je pense que ça a été un effort compréhensif. Donc, on y est allé avec la stratégie et une clarification de l'état des choses envers la Chine, qui, je crois, n'a pas surpris personne, incluant la principale intéressée. Donc, je pense que c'était nécessaire, quoi. Oui, avant que Frédéric intervienne, alors il est vrai que
Le document est quand même assez clair, hein, c'est-à-dire que le ton qui est utilisé dans le document vis-à-vis de la Chine est quand même très conflictuel à l'égard de la Chine d'une certaine façon. Et la question qu'on pourrait se poser, et Frédéric pourra sans doute y répondre également, c'est est-ce que mettre en avant la Chine euh, en lui fermant la porte quelque part à court ou moyen terme sur la possibilité que la Chine puisse redevenir un acteur ou devenir un acteur, je dirais, plus constructif sur la scène internationale et en particulier en Indo-Pacifique, n'est pas prendre le risque de reléguer finalement les autres acteurs asiatiques à un statut secondaire. C'est un peu les critiques qui ont été émises d'ailleurs par une partie des observateurs au Canada, c'est est-ce que le Canada n'a pas pris un risque ici de finalement continuer une sorte de dialogue bilatéral un peu compliqué avec la Chine en mettant peut-être de côté les autres acteurs en Asie. Est-ce que les autres acteurs en Asie peuvent prendre ombrage finalement de la présence trop importante de la Chine dans ce document Indo-Pacifique? Alors que vous l'avez très bien rappelé tout à l'heure, Frédéric, Pascal, c'est que la plupart des politiques Indo-Pacifiques et des stratégies qui ont été publiées, justement, font en sorte de ne pas citer la Chine, ou du moins pas dans, je dirais, dans des termes conflictuels. Hmm. Frédéric, peut-être, ou Pascal? Pascal, est-ce que tu voulais répondre aux commentaires? Je peux dire 2 mots, puis je te laisse la parole. Je pense qu'il y a 2 choses ici dans, dans les commentaires, dans la question, c'est-à-dire que d'un certain côté, bon, le ton, bon, il y a certains commentaires par rapport au ton, puis à la dureté, est-ce que le ton c'est trop sévère ou bon, etc. Puis ensuite, vous exprimez des questions par rapport à, bon, est-ce que la Chine est trop présente, est-ce que d'autres puissances pourraient réagir de X ou Y façon? Je pense que au niveau du langage, je dirais 2 choses. Donc, de un, le ton est sévère. Je crois que la nouveauté de cette sévérité a été un peu surfaite, c'est-à-dire que depuis 2018, le ton s'était durci de façon notable. Et puis, on peut retourner dans les 3 dernières années, 4 dernières années et trouver une continuité à ce niveau-là là, qui était assez claire. De 2, par contre, il y a dans la stratégie, on a fait très attention, le gouvernement a fait très attention aux mots employés. Et puis, si vous regardez de très près, on ne parle pas de découplage, on ne parle pas de l'optique, disons, démocratie contre autocratie, qui est utilisée parfois dans d'autres stratégies, puis aussi dans d'autres discours politiques incluants par le président Biden. Donc, il y a un effort le ton est dur, mais il est aussi prudent, c'est-à-dire il a approché le document avec beaucoup d'attention. Et puis, donc ça, c'est au niveau du ton. On conserve aussi dans la partie Chine l'ouverture à la coopération sur les questions, comme vous le mentionnez, là, de bien commun, etc. Et puis, il y a un effort de conceptualiser, en fait, la possibilité de formuler différentes postures simultanément. Donc, en fait, de contester la Chine où elle doit l'être et puis de préserver des espaces de travail où c'est nécessaire. Donc, je pense que ça, il faut quand même le souligner. Ensuite, est-ce que d'autres puissances de la région vont y trouver ombrage? Je n'ai pas entendu, moi, de la part de nos collègues dans le cadre diplomatique là, de ce genre de réaction. Puis je pense que c'est tellement c'est qu'en fait, la stratégie canadienne exprime une évidence. Donc, je pense pas qu'un pays de la région pourrait dire que la Chine est trop présente, parce qu'en fait, elle est très présente dans la région. Donc, ce serait un peu, ne pas nommer l'éléphant dans la pièce, ce serait aussi un peu hypocrite. Donc, voilà. Frédéric? Oui. Quelques réflexions pour abonder, aller dans le sens des réflexions qui ont été formulées. Bon, c'est sûr que
on l'a dit à plusieurs reprises déjà, pour le Québec, la problématique ne se pose pas de la même façon dans la mesure où le Québec n'a pas officiellement de politique étrangère, ce n'est pas un État souverain. Et donc, on n'a pas voulu, en ce sens, se poser la question, quelle posture devrait-on adopter par rapport à la Chine? Ça, c'est la responsabilité d'Ottawa. Alors, ce paravent peut être considéré comme utile. Ça, effectivement, dispense le Québec d'avoir à se poser la question, quelle stratégie doit-on développer par rapport à la Chine ou à d'autres puissances asiatiques par rapport à ces questions plus proprement politiques et de sécurité? Ce n'est pas du domaine de compétence du Québec. C'est vrai qu'il y a aussi une certaine tradition au Québec dans l'action internationale depuis fort longtemps. On l'a déjà vu en 1997 avec la mission Québec-Chine. À l'époque, il y avait énormément de discussions autour du projet du barrage des Trois-Gorges. C'est quelque chose qui attirait beaucoup l'attention des médias. Il fallait absolument que le gouvernement du Québec prenne position dans le cadre de cette mission gouvernementale. Et on a choisi effectivement de rappeler quels étaient les principes du Québec, le respect des droits de la personne, mais on n'a pas voulu polémiquer justement dans le cadre de cette mission par rapport au choix politique de la Chine. Donc, on a un petit peu joué on s'est peut-être caché, j'aime pas beaucoup ce terme-là, on s'est rallié derrière le fait qu'il y avait un partage de compétences, et que le Québec n'avait pas officiellement critiqué le gouvernement chinois par rapport à cette action. Bon, donc, c'est sans doute une des raisons qui font que il n'y a pas de ton, on ne cherche pas à incriminer aucun pays, il n'y a pas le ton très relativement polémique, agressif que l'on peut noter dans la stratégie canadienne. Peut-être que ça fait l'affaire effectivement du Québec. Je pense qu'il y a quand même une dimension de choix délibéré. Alors évidemment, je n'ai pas assisté aux réunions qui ont présidé à la rédaction de ce document, donc je formule des hypothèses, mais je pense qu'effectivement, c'est aussi le reflet d'un choix dans la posture que l'on veut développer, à savoir maintenir, on formule quelles sont les valeurs auxquelles le Québec est attaché, mais on ne veut pas stigmatiser aucun pays, sachant qu'il n'y a pas que la Chine qui pourrait être critiquée par rapport aux droits humains ou à des politiques assez coercitives. On pourrait faire des critiques semblables, par exemple au Vietnam, avec qui justement on veut développer des relations partenaires plus proches. On pourrait faire des critiques semblables aussi par rapport à l'Inde, qui est certes une démocratie, mais avec une politique de l'actuel gouvernement qui prête le flanc à certaines critiques. Tout ça, au sein du gouvernement du Québec, on se dit, ce n'est pas notre priorité dans le cadre de cette stratégie. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est mettre l'accent sur la coopération. Si Ottawa veut effectivement développer une posture politique plus ferme, après tout, c'est de sa compétence. Donc, ça fait, comme je le dis, à la fois l'avantage du Québec, mais en même temps, c'est un choix qui, je pense, traduit bien les priorités du gouvernement du Québec. Alors justement, effectivement, on vient de faire un bon 15 minutes sur la présence et parfois certains disent l'omnipotence donc de la Chine dans le document de la stratégie Indo-Pacifique du Canada. Mais comme je le rappelais, il y a également d'autres régions, d'autres pays qui sont visés et qui sont très visibles sur plusieurs pages dans la stratégie Indo-Pacifique, notamment du Canada. C'est l'Asie du Sud-Est. Et une des questions donc porte là-dessus, c'est quelle est l'importance donc de l'ASEAN, donc l'Association des nations des pays d'Asie du Sud-Est, dans la stratégie canadienne sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, sur d'autres dimensions qui peuvent être culturelles, et on posera à peu près la même question aussi pour le Québec. Alors Pascal, c'est à vous. Oui, donc en fait, j'étais très heureuse de voir une place centrale accordée à la NAS, comme on dit, bon, ASEAN ou ANAS en français, dans la stratégie canadienne. Et puis, je pense que, en fait, dans le document, à un moment donné, on dit même que l'effort stratégique canadien sera, bon, on tentera d'être en alignement avec en anglais, c'est Outlook on Indo-Pacific, la stratégie de la NAS sur l'Indo-Pacifique. Donc, on reconnaît même spécifiquement l'approche de la NAS par rapport à la région. Je pense qu'il y a plusieurs volets dans la stratégie canadienne en ce qui a trait à la NAS. Tout d'abord, il y a un volet institutionnel, donc on réaffirme l'espoir canadien de confirmer une relation de partenariat stratégique, par exemple, avec la NAS. On continue de chercher à devenir membre du sommet de l'Asie de l'Est. Ça fait déjà plusieurs années que c'est le cas. J'espère voir un aboutissement dans un futur proche.
Et puis, ensuite, il y a tout le volet économique qui est très important. Donc, la NAS est déjà le 4e, je pense, partenaire commercial du Canada. Mais donc, on soulève la continuation des négociations pour une entente de libre-échange entre le Canada et l'ASEAN, qui a déjà été, ça fait plusieurs années déjà que c'est en cours. Et puis, le Canada est aussi en négociation avec l'Indonésie pour un accord bilatéral, ce qui est très intéressant. Donc, et puis, dans les initiatives particulières de la stratégie en tant que telle, il y a tout un volet de diversification commerciale qui est clairement, qui s'attarde aussi à l'Asie du Sud, mais qui est clairement aussi dirigé vers l'Asie du Sud-Est. Donc, il y a des programmes pour soutenir les exportations, de diversification d'exportation pour les PME canadiennes. Et puis, il y aura même une ouverture d'un bureau Indo-Pacifique du Canada. Je ne sais pas trop si ça va être à Singapour, mais enfin, probablement dans la région de la NAS pour la diversification des exportations d'agriculture et en agroalimentaire. Donc, il y a tout ce volet-là qui est très présent. Je pense que c'est la ministre du Commerce international canadien, Mary Yang, est très, très active dans la région. Et puis, le troisième volet dans la stratégie, c'est tout le volet éducation, visa, mais bourse d'études aussi. Donc, il y a un programme de bourse d'études entre la NAS et le Canada qui s'appelle SEED, S-E-E-D, qui est en anglais, qui est très populaire et qui a été élargi dans le cadre de la stratégie. Donc, je pense que ce sont des bonnes nouvelles. Puis, donc, une place centrale, effectivement. Oui, il me semble bien aussi que des négociations ont été entamées, il me semble, avec la Thaïlande. Et du moins, des discussions sont entamées également avec d'autres pays de l'Asie du Sud-Est pour voir si effectivement on peut mettre en place un partenariat bilatéral. Frédéric, sur le Québec et l'ASEAN? Alors, dans le document, dans la stratégie du Québec par rapport à l'Indo-Pacifique, on ne mentionne pas il n'y a pas d'approche par rapport à l'ASEAN comme institution. On mentionne le nom de la NAS, de l'ASEAN, à des fins de description géographique, mais il n'y a pas de proposition visant à développer des relations du Québec avec l'ASEAN. Alors, on peut formuler l'hypothèse que c'est précisément le reflet du fait que le Québec n'a pas de compétences en matière d'affaires étrangères, donc on ne peut pas établir de relations diplomatiques avec l'institution qui représente l'ASEAN. Hypothèse donc. Ce qu'on trouve en revanche, ça ne veut pas dire qu'il y a un manque d'intérêt du Québec pour la région de l'Asie du Sud-Est. À plusieurs reprises, le document mentionne de manière très, très explicite le désir de développer des relations, en particulier avec l'Indonésie, a fortiori avec le Vietnam. Francophonie oblige, évidemment. C'est un atout important pour le Québec à jouer dans cette stratégie de développement de relations avec un pays d'Asie du Sud-Est, un pays important. Mais c'est vrai que donc on favorise le développement de relations bilatérales, Québec-Vietnam, Québec-Indonésie, et pas tellement Québec avec l'ASEAN. Oui, alors depuis quelques années, le Québec a un bureau à Singapour avec un membre permanent qui fait un travail formidable d'ailleurs sur la région. Il était même question il y a quelque temps d'ouvrir un bureau au Vietnam. Ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Peut-être que Québec reviendra à la charge auprès des autorités vietnamiennes pour ouvrir un bureau. Je sais qu'il y a également d'autres pistes qui sont à l'étude. On va revenir sur une dimension qui a été un petit peu, dont on a assez peu parlé et qui est une question. Est-ce que la stratégie du Canada comporte-t-elle une composante de sécurité et de défense en matière de sécurité maritime? Et je vais joindre une autre question à celle-ci, c'est est-ce qu'il y a une possibilité à l'avenir de voir le Canada rejoindre l'AUKUS pour former une sorte de monde de l'anglosphère en Indo-Pacifique? En sachant qu'effectivement, au sein de la stratégie du Canada, il est dit de façon très explicite qu'il y aura à l'avenir une coordination avec les États-Unis sur les plans sécuritaires et il est question d'ouvrir un bureau dont on ne connaît pas vraiment le contenu, du côté de Hawaï, si ma mémoire est bonne, qui serait plus, une représentation diplomatique à Hawaï, mais on voit qu'encore une fois que le Canada, devrait avoir une présence plus importante, en Indo-Pacifique. Pascal, ces dimensions sécurité et de défense, du Canada en Indo-Pacifique avec une coordination des États-Unis, est-ce que vous avez plus d'informations là-dessus? Oui, ce sont de grandes questions. Quelques grandes questions en 5 minutes. Donc,
Oui, évidemment. Donc, il y a tout un volet sécurité. C'est un des 5 piliers, en fait, 5 objectifs stratégiques de la stratégie canadienne, bon, qui s'intitule « Promouvoir la paix, la résilience, la sécurité ». Donc, j'avais mentionné en ouverture la composante navale. Donc, il y a toute une enveloppe d'environ 1,5 milliard de dollars qui était allouée à la présence navale du Canada dans la région. Bon, qui va augmenter la participation des forces armées aux exercices militaires. Mais il y a aussi d'autres initiatives, donc entre autres une initiative sur la sécurité publique, donc d'environ 90 millions de dollars sur 5 ans, qui bon, va augmenter la capacité des organismes de sécurité nationale au niveau de la région. Puis qui renforcera aussi l'engagement du Canadien auprès des alliés, donc en l'occurrence les États-Unis, mais d'autres aussi. Et puis finalement, il y a aussi une autre enveloppe d'environ 90 millions de dollars qui est allouée à toutes les questions de terrorisme, prolifération, criminalité, etc. Donc, il y aura un effort à ce niveau-là. Donc, c'est une grosse partie de la stratégie, là, c'est clair. C'est le premier des objectifs stratégiques mentionnés. Donc, bon, voilà à ce niveau-là. L'autre question ou les autres questions par rapport à la... Bon, ça n'a pas été nécessairement posé comme ça, mais à la négociation de la relation existentielle que le Canada a avec les États-Unis et de la formulation de sa vision pour l'Indo-Pacifique. C'est un peu comme ça que j'ai compris la question. Écoutez, ça reste... je viens de donner la réponse en posant la question. Donc, la relation avec les États-Unis en est une existentielle pour le Canada. Et puis, c'est clair que dans la formulation de la stratégie, puis dans la mise en place des diverses mesures, il y aura un effort constant de trianguler l'approche américaine avec l'approche évidemment indépendante canadienne. Mais j'ai envie de dire que c'est plus facile peut-être maintenant avec une administration Biden que ça pourrait le devenir en 2024 dans l'éventualité d'une élection d'un gouvernement républicain qui pourrait adopter certaines mesures qui seraient très, très, très dures donc, envers la Chine en l'occurrence. Donc, enfin, pour le moment, je pense qu'il y a une... Et la situation se négocie de façon assez bien, quoique je mentionnerais par contre le fait que quand les États-Unis ont annoncé leur IPEF, là, leur initiative sur l'économie, leur Indo-Pacific Economic Framework, l'année dernière, le Canada était omis de cette initiative. Et donc, il a fallu certains efforts du côté canadien. Puis lors de la visite de Blinken au Canada, plutôt il y a quelques mois, les États-Unis ont finalement exprimé le fait qu'ils étaient ouverts à la participation canadienne. Donc, on attend toujours de voir comment ça va exactement se passer, mais tous les autres membres ont aussi exprimé le fait que la participation canadienne était bienvenue. Donc, en fait, je pense que ça va rester quelque chose qu'il va falloir continuer à négocier. Dans certains dans certains des contextes, je pense que la présence ou l'absence du Canada est surfaite, comme dans le cas de l'AUKUS. Je pense que l'absence du Canada est surfaite à ce niveau-là. Dans certains autres contextes, comme celui de IPEF, je pense que la présence du Canada était nécessaire. Donc, ça va être, il va falloir continuer à négocier ça au cas par cas, mais... Frédéric, un mot à rajouter ou on passe à une autre question? Je pense qu'en l'occurrence,
Et il y a un relatif silence du Québec dans ce domaine. Ça traduit précisément le fait que ce n'est pas du tout dans le domaine de compétences provinciales. Donc, le Québec s'abstient de commenter sur ces questions-là. Merci. Alors, on a une question sur les infrastructures, parce que les infrastructures sont très présentes dans le document canadien et présentes également dans le document québécois. Et la question porte là-dessus, c'est et quelle est la position du Canada, notamment vis-à-vis du grand projet européen, donc le Global Gateway? Est-ce qu'il apparaît dans la stratégie? Et est-ce qu'il y a une volonté du Canada de travailler sur les stratégies, enfin du moins les infrastructures de qualité qui sont promues par l'Union européenne en Indo-Pacifique? Bien, oui, au niveau des principes et au niveau de la présence de ce volet-là dans la stratégie. Je ne sais pas si le Global Gateway est mentionné spécifiquement, je ne pense pas, là, dans la stratégie, mais ceci étant dit, effectivement, je pense que bon, cet effort-là de la part de plusieurs des puissances de toutes les puissances du G7, en fait. Ça a été un accord du G7 en 2021 de consacrer une énergie renouvelée, disons, envers les projets d'infrastructure de qualité à l'échelle mondiale, mais incluant dans la région de l'Indo-Pacifique. Et ça, c'est en réponse, évidemment, au programme chinois de la nouvelle route de la soie. Donc, effectivement, dans la stratégie canadienne, il y a une enveloppe de 750 millions de dollars qui est allouée à un appui aux infrastructures. Donc, ça a été alloué à travers la FinDev Canada, qui est une organisation qui est sous la Banque de développement EDC, là, Export Développement Canada. Puis donc, le but spécifique de cette enveloppe-là, c'est de contribuer au développement d'infrastructures de haute qualité durable, et ça s'insère directement dans l'engagement du Canada envers le partenariat du G7 pour les infrastructures et les investissements mondiaux. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est clairement souligné, puis qui fait clairement partie de la stratégie canadienne, oui. Frédéric? Côté de la stratégie du Québec, on mentionne effectivement le projet des nouvelles routes de la soie, donc l'ABRI. On le mentionne rapidement, puisqu'il ne s'agit pas de prendre position par rapport à ça, mais simplement de brosser le portrait de ce qui se passe dans la région Indo-Pacifique. Ça fait partie de l'image du portrait de toutes les forces qui refaçonnent, qui reconfigurent la région Indo-Pacifique. Donc, parmi les paramètres, il se trouve qu'il y a effectivement une grande stratégie chinoise qui s'y déploie. On mentionne implicitement que effectivement, ça suscite parfois des réactions d'autres pays, donc par exemple les stratégies indiennes ou japonaises. On ne mentionne pas du tout la stratégie européenne, donc de Global Gateway, mais il ne s'agit pas encore une fois de prendre position par rapport à cette stratégie. On brosse un portrait des tendances qui se dessinent dans l'Indo-Pacifique, des risques politiques et économiques que l'on observe, des occasions aussi que l'on peut discerner, et on essaie de voir comment le Québec peut tirer son épingle du jeu dans ce contexte changeant de la recomposition de la région Indo-Pacifique. Merci. Alors, une question qui va nous ramener un petit peu sur la Chine. Vous savez bien évidemment que l'Union européenne et surtout la France défend, certains disent défendaient, la troisième voie, donc ni Chine ni États-Unis en ce qui concerne la stratégie indo-pacifique de la France. Alors, la première question, c'est est-ce que finalement, où se situe le Canada? Et le Québec, c'est un peu plus compliqué d'y répondre, mais où se situe le Canada? Est-ce que c'est une forme de troisième voie, une voie de 2,5 points, 2,80 points? Première question. Et puis la seconde, c'est pourquoi est-ce que le Canada, finalement, alors si vous avez la réponse, bien évidemment, pourquoi le Canada n'a pas justement saisi l'opportunité de cette troisième voie proposée par la France et par d'autres partenaires, hein, comme notamment le Japon,
alors même que cette troisième voie a été réclamée, hein, par la Corée du Sud. On le sait pertinemment bien à l'IRIS, puisqu'il y a une quinzaine de jours, monsieur Lim, hein, qui est le directeur général du bureau, d'Amérique du Nord du ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Corée du Sud, pardon, un lapsus, a dit très clairement que cette troisième voie était la troisième voie que devait, embrasser, la Corée du Sud, et cette troisième voie est aussi quelque chose qui trouve un écho très favorable dans les pays d'Asie du Sud-Est. Donc je reformule ma question. Où se situe finalement, la stratégie indo-pacifique du Canada entre, cette, cette posture plutôt défensive et rivale de la Chine, prônée par les États-Unis, cette troisième voie de l'Union européenne et surtout de la France? Et pourquoi finalement le Canada n'a pas choisi, l'une ou l'autre et a choisi finalement sa propre voie, alors que même, encore une fois, que des acteurs de l'Indo-Pacifique, pour la plupart, réclament cette troisième voie? Oui, c'est une question, c'est une très bonne question. C'est une question aussi difficile, euh, difficile d'y répondre. Alors, je crois qu'effectivement, le Canada a tenté d'écrire sa propre vision, sans adopter nécessairement une vision américaine, sans adopter une vision élaborée par d'autres, comme vous l'avez mentionné. Je pense qu'en esprit, la vision que la ministre Joly a élaborée sur l'Indo-Pacifique en reste une qui essaie de négocier la présence de la Chine et sa relation existentielle avec les États-Unis de la meilleure façon possible, sans tomber dans une approche de containment. Alors, je l'ai mentionné dans mes remarques, mais il faut faire très attention au discours. Donc, oui, le ton est sévère envers la Chine, mais il y a aussi une absence d'utilisation de certains termes qui sont très symboliques par rapport à la Chine et ce qui n'a pas été fait. Et entre autres, je crois que quelque chose qui est important de noter, c'est que la stratégie canadienne, comme elle est formulée, ne fait pas l'utilisation du débat ou du concept de l'approche démocratie libérale versus autocratie, qui est utilisé par certains, en l'occurrence par rapport à la Chine, mais qui, dans la région, qui n'est pas bienvenue, en fait, dans la région, à l'extérieur, peut-être, justement, des États-Unis, parce que la réalité de la région au niveau des régimes en place est multiple et beaucoup plus complexe qu'un éventuel combat entre des démocraties libérales et des autocraties. On peut simplement penser au Vietnam, qui est un partenaire important et qui, néanmoins, n'est évidemment pas une démocratie libérale. Donc je pense qu'il y a un effort à l'intérieur de la stratégie canadienne de réfléchir à ces questions-là avec une certaine sophistication et qui ne rentre pas justement dans un extrême, disons, de containment qui aurait été facile à lancer comme ça. Et c'est un effort difficile étant donné la proximité du Canada avec les États-Unis. Donc, c'est évident que le Canada, de par sa position géographique, économique, etc., sera toujours dans une position bon, peut-être sera un peu plus proche des États-Unis que ce que l'Europe ou d'autres les positions européennes puissent développer. Mais je pense que le Canada, c'est intéressant de voir, bon, on voit d'un bon œil l'élaboration européenne, d'une position européenne, puis en esprit, les deux approches se chevauchent très bien, en fait, l'approche canadienne et l'approche européenne. Oui, on peut même dire finalement que le Canada, en y réfléchissant et en discutant avec vous, en échangeant, a peut-être créé une quatrième voie finalement quelque part, c'est-à-dire ni États-Unis ni Chine, ni Union européenne. C'est peut-être finalement une quatrième voie. La France parle souvent de la troisième voie. Peut-être que le Canada donc a créé cette quatrième voie. Ça demande réflexion. Frédéric, veux-tu ajouter des choses? Oui, bien volontiers. Moi, je rebondirais sur ce que j'ai exposé tout à l'heure, à savoir que pour le Québec, la question ne se pose pas puisqu'il ne développe pas de politique étrangère, mais en l'occurrence, on sent bien en filigrane que
son choix serait effectivement de choisir une troisième voie, ni États-Unis, ni Chine. Alors, il le peut d'autant plus facilement qu'effectivement, il n'a pas à prendre position puisqu'il n'a pas de ministère des Affaires étrangères. Mais on voit quand même que dans le ton, dans la façon de présenter les stratégies, on évite effectivement de porter tout jugement et de manifester une quelconque préférence. J'ai dit tout à l'heure, en préambule, on souligne qu'effectivement, il y a une détention croissante entre la Chine et les États-Unis, mais c'est présenté comme quelque chose de purement factuel. Il n'y a aucune dimension politique associée à ce constat. C'est juste que ça caractérise la recomposition de la région Indo-Pacifique et ça présente des risques pour le Québec dans la mesure où la Chine, comme les États-Unis, sont des partenaires commerciaux majeurs pour le Québec. Donc, avec tous les risques, une éventuelle dégradation des relations pourrait comporter pour le Québec. On l'observe aussi dans le fait que le ton est très mesuré à travers l'ensemble du document, qu'on cherche un équilibre dans les mentions des États. Donc, on mentionne beaucoup la Chine, mais on mentionne aussi beaucoup d'autres États de la région Indo-Pacifique. Tout ceci m'amène à penser, je formule encore une fois une hypothèse, que effectivement, dans la façon dont la stratégie a été formulée, on préférerait effectivement naviguer entre les États-Unis et la Chine sans avoir à prendre position. Merci. J'ai 2 questions qui font référence vraiment à une double incompréhension d'une certaine façon. C'est que certains de personnes qui nous écoutent actuellement ne comprennent pas pourquoi, semble-t-il, l'Indo-Pacifique à la française n'apparaît pas dans le document canadien et pourquoi, les Français finalement, la stratégie Indo-Pacifique française, ne fait pas référence à la canadienne. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Est-ce que c'est lié au fait, que les stratégies, certaines sont sorties ou sont parues avant d'autres? Mais on semble, la question est peut-être celle-ci, je vais la reformuler finalement, ça va être plus simple. De votre point de vue, pourquoi ou du moins est-ce qu'il y a, à votre connaissance, des échanges entre France et Canada autour des stratégies indo-pacifiques? Est-ce qu'il y a des discussions pour peut-être muscler, faire converger des éléments de ces 2 stratégies qui ont, semble-t-il, hein, des éléments qui sont très similaires? Notamment, le Canada et la France ont les mêmes alliés. En Indo-Pacifique, le Japon, l'Australie, l'Union européenne, et cetera, enfin en Indo-Pacifique. Donc, est-ce qu'il y a un dialogue qui a été entamé depuis que le Canada a présenté sa stratégie Indo-Pacifique ou pas à votre connaissance? Est-ce que le Canada a essayé d'avoir des échanges avec la France et l'Union européenne autour de cette question? Où en est-on autour de tout ça? Alors, je peux offrir quelques mots sur la façon dont vous avez reformulé la question, mais j'ai aussi une réponse à la question dans la façon qu'elle a été formulée originalement. Donc, je dirais au niveau des chevauchements entre les stratégies, bien évidemment, je pense que c'est très intéressant, les chevauchements qu'il y a entre les diverses stratégies européennes, pas seulement la française, mais aussi la néerlandaise et la canadienne. Donc, mérite d'approfondir ces dialogues. Puis c'est peut-être le fait, bon, pour être généreux, c'est peut-être le fait que le Canada n'avait pas émis sa stratégie qui a en fait mené à plusieurs des autres stratégies qui ont été formulées antérieurement, à ne pas mentionner le Canada autant peut-être que ça aurait été le cas si la stratégie avait été formulée. Donc, bon, il y a effectivement là, une question de séquence. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose de plus que ça. Bon, il y a peut-être une question géographique. Je regardais d'ailleurs la stratégie française récemment, je regardais en fait la carte de la région Indo-Pacifique vue de la France, et puis en fait, l'Amérique du Nord n'y figure pas. Donc, c'est une carte qui est plus, qui touche même à la côte est de l'Afrique et qui n'inclut pas la côte ouest ni même l'entièreté de l'Amérique du Nord. Donc, le Canada et les États-Unis n'y sont pas, en fait, dans la perspective française. Donc, bon, il y a aussi cette question-là de la conceptualisation de la région. Quelle est-elle? Est-ce qu'elle contient cette côte ouest canadienne, américaine et peut-être éventuellement même mexicaine? Je veux dire, il faut penser à la PEC aussi, qui inclut tous les pays de la côte ouest des 2 Amériques. Donc, bon, il y a ce côté-là, mais je pense qu'en fait, il y a quelque chose, c'est là où je voulais en venir, quelque chose d'un petit peu plus profond
qui est reconnu par les experts canadiens de la région, qui est que le Canada, malgré un effort certain, ou un certain effort au cours des dernières décennies, de s'impliquer dans la région de l'Indo-Pacifique, est resté quand même une puissance qui était plutôt transatlantique et moins tournée vers le Pacifique. Donc, c'est ce que j'espère va changer avec l'élaboration, la publication finalement de ces stratégies-là, qu'on pourra maintenant tenir le gouvernement à ses propres mots, quoi. Donc, et puis, ça va peut-être aussi engendrer toute une série d'effets dominos au niveau structurel de l'organisation du gouvernement fédéral suite à la publication de cette stratégie-là pour être capable de livrer, en fait, quelque chose qui est maintenant énoncé. Et ce que j'espère, c'est qu'au cours des prochaines années, il va y avoir un effort soutenu d'une présence canadienne dans la région et qui va peut-être aussi mener ensuite, si c'est bien effectué, à ce que l'on conçoive davantage le Canada comme étant partie prenante de la région. Donc, il y a une relation entre le fait que le Canada n'a pas été imaginé comme étant un membre, par exemple, de la Quad ou n'a pas été imaginé dans l'IPEF et puis le manque de présence soutenue dans la région. Donc, je pense que cette stratégie-là pourra peut-être aider à replacer à replacer le Canada dans l'imaginaire collectif indo-pacifique. Frédéric, quelque chose à ajouter là-dessus? Rapidement, ça rejoint un petit peu ce qu'on observait déjà à plusieurs reprises tout à l'heure. Pour le Québec, la question se pose très différemment dans la mesure où il n'a pas de compétences en matière de politique étrangère et il ne fait pas de comparaison entre les différentes stratégies. Il mentionne que le fait que depuis quelques années, plusieurs puissances, dont la France, ont formulé des stratégies indo-pacifiques, mais encore une fois, c'est un énoncé purement factuel qui va dans le sens de souligner que l'Indo-Pacifique est effectivement au centre de l'attention de plusieurs puissances, que c'est un concept qui est en pleine émergence, que c'est structurant pour aborder les relations avec cette région, mais il ne commente pas sur le contenu des différentes stratégies qui sont ainsi formulées. Merci. Il reste une question où on va faire un petit commentaire. Alors, nous sommes tous les trois universitaires. Comme vous le savez, j'ai enseigné au Canada pendant de nombreuses années et j'avais constaté au cours des dernières années un désintérêt de plus en plus important des étudiants et la population d'ailleurs canadienne dans son ensemble sur les questions de l'Asie, tout simplement. Est-ce que ces deux stratégies, canadiennes et québécoises, vont, de votre point de vue, relancer l'intérêt de nos étudiants, enfin de vos étudiants maintenant, sur l'Asie et également l'intérêt des collègues? Là aussi, on a vu au cours des années des collègues ou un des postes qui étaient alloués à l'Asie disparaître. Est-ce que cette stratégie, enfin ces deux stratégies vont vraiment relancer l'intérêt pour le Canada et le Québec pour l'Asie, alors même qu'un Canadien sur 5 a ses racines dans la région Indo-Pacifique? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Est-ce qu'on va dans le bon sens de votre point de vue? En sachant que cette dimension éducationnelle, échange de professionnels, d'experts, n'apparaît pas généralement dans les autres stratégies Indo-Pacifiques. Elle est assez unique, je trouve, aux deux stratégies proposées par le Québec et le Canada. Merci pour cette question. Effectivement, rapidement, je mentionnerais que dans la stratégie Indo-Pacifique du Canada, il y a deux initiatives qui se concentrent spécifiquement sur, entre autres, la recherche, mais aussi l'engagement de la société civile, des jeunes, des étudiants, etc., envers la région. Et puis, c'est tout d'abord une initiative d'engagement d'environ 40 millions de dollars pour soutenir justement la participation de tous ces acteurs canadiens dans la région. Puis, il y a aussi la Fondation Asie-Pacifique du Canada, qui est un think tank qui va établir une présence physique dans la région Indo-Pacifique. Donc, ce qui est très intéressant. Donc, il va y avoir une présence canadienne d'un institut de recherche dans la région dans un futur proche. Donc,
Effectivement, c'est intéressant. Je pense que ça, j'y ai touché brièvement dans mes remarques. Je pense qu'il y a une reconnaissance du manque d'expertise à la fois à l'intérieur des gouvernements fédéraux et provinciaux à travers le Canada, mais aussi dans tous les autres domaines de la société, étant donné l'importance de l'Indo-Pacifique. Donc, je crois que un investissement dans ce qu'on a appelé les compétences asiatiques est bienvenu et trop peu, insuffisant même, étant donné les besoins. Au niveau de l'intérêt, vous mentionnez l'intérêt des étudiants. Je pense que, bon, j'espère bien que ça va se traduire en intérêt, mais je pense que la réponse se situerait à un niveau symbolique. C'est-à-dire que si le gouvernement canadien fait suite à la stratégie. Donc, d'abord, il y a la publication de cette stratégie qui est très symbolique, qui est assez ambitieuse. Si le gouvernement y fait suite, la place de la région dans le discours officiel va augmenter. La visibilité du gouvernement dans la région va augmenter. Donc, davantage de visites, davantage de participation, etc. Et donc, ça, à moyen terme, pourra avoir un effet sur l'intérêt des entrepreneurs, l'intérêt des étudiants, etc., etc. Donc, je pense que c'est, faut pas sous-estimer la valeur symbolique de la stratégie à ce niveau-là. Frédéric, très rapidement, 30 secondes, c'est possible? Oui, je vais tâcher d'être bref. Alors, je pense qu'effectivement, c'est un pari. On verra d'ici quelques années s'il sera gagné. Effectivement, le fait que l'on mette explicitement dans les stratégies l'importance de la main-d'œuvre, d'aller envoyer des étudiants québécois, mais aussi d'attirer des étudiants en provenance de la région Indo-Pacifique, souligne que c'est important aux yeux des gouvernements tant fédéraux que du Québec. Un indice, justement, le gouvernement provincial finance ma chère, donc je bénéficie de cet intérêt du gouvernement québécois pour la relance des études en matière d'Indo-Pacifique. Nous verrons bien d'ici quelques années si effectivement on aurait été en mesure de susciter davantage l'intérêt des étudiants, qui, c'est vrai, est plutôt déclinant. Je pense, comme Pascal le dit, qu'effectivement, plus on en parle, plus on a de chances de susciter un certain renouveau de cet intérêt. Un grand merci à vous deux. J'espère que maintenant on connaît un petit peu mieux la stratégie canadienne et la stratégie québécoise, qui s'imbriquent bien évidemment avec beaucoup de convergence entre ces deux stratégies. Je pense que la France, l'Union européenne ont tout intérêt à regarder ce qui se fait du côté de l'Indo-Pacifique au Canada et au Québec, notamment cette volonté du Canada de conceptualiser son rapport à la Chine, chose encore une fois qui n'apparaît pas dans toutes les politiques indo-pacifiques que nous voyons et que nous avons tous lues depuis 3 ou 4 ans. Donc voilà, un grand merci à vous deux et à très bientôt et je souhaite une bonne soirée aux gens qui se situent en Europe et pour vous une bonne après-midi. À très bientôt, au revoir.